Je suis très intersectionnel. L'intersectionnalité, je comprends même pas pourquoi ça suscite des cris d'orfraie, comme on en entend beaucoup. Eh bien, je suis toute prête, j'attends ça avec curiosité. C'est toute la journée. Vous allumez la radio le matin, vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur un mec qui vous explique la vie. Vous allumez la télé le soir, vous avez 3 chances sur 4 d'avoir un mec qui vous raconte comment ça marche la vie. Vous allez à votre boulot, vous allez avoir au bout de la table 3 chances sur 4 d'avoir un mec qui préside la réunion. Alors, c'est comme ça toute la journée, chaque jour de la semaine. Donc, je pense que c'est pas trop demandé qu'on ait quelques sphères où on puisse être entre nous. Moi, mais je jubile d'être entre militantes et ça me repose. Il y a la domination masculine. Oui, Alice Coffin, elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit là. C'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'elle dépeint un monde où les hommes conservent la parole, le pouvoir, etc. Et d'autre part, elle dit qu'elle est bien avec des copines, voilà, des copines féministes. Moi, j'ai ressenti très bien cela dans les années 70 plutôt, 70-80, au moment du mouvement de libération des femmes. Alice Coffin, bien plus tard, là, on est dans ces dernières années, elle le dit, et je comprends bien cette parole. Alors, éliminer les hommes de la bibliothèque, non. Absolument pas. Moi, je revendique les œuvres des hommes, je les ai lues, je m'en suis imprégné. Bon, c'est ma bibliothèque. Dans tous les vocables qu'on emploie aujourd'hui, je suis très intersectionnel. L'intersectionnalité, je comprends même pas pourquoi ça suscite des cris d'orfraie, comme on en entend beaucoup. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croiser plusieurs variables ensemble. Eh bien, on a toujours, nous les féministes, on a toujours dit, il y a le genre, mais il y a le social. Je me revendique comme universaliste avec la présence des 2 sexes égaux et libres. Voilà. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Simone de Beauvoir, pour moi, cette femme, et pas pour moi et pour beaucoup d'autres, elle a énormément compté. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Par sa vie, les choix qu'elle a fait dans sa vie, c'est-à-dire écrire, créer, vivre librement sa sexualité et son amour. Elle a eu un amour fondamental toute sa vie pour Sartre, mais elle a eu d'autres amours dans sa vie, bien sûr. Et puis, elle conduisait, moi j'admirais ça beaucoup, elle était au volant de sa voiture, elle parcourait la France et le monde. Oui, c'est une figure de femme libre. Et puis, évidemment, par son œuvre. Le deuxième sexe, c'est 1949. J'étais étudiante à ce moment-là. On ne naît pas femme, on le devient. Et le deuxième sexe demeure toujours un des textes absolument fondamentaux dans l'histoire de la pensée féministe. Parce qu'il faut bien voir que le féminisme, c'est à la fois une action et une pensée. C'est une manière de voir le monde autrement, en y introduisant la différence des sexes, construite justement par la culture et par l'histoire. La grande nouveauté de la Première Guerre mondiale, c'est l'arrivée des femmes dans des secteurs où elles n'étaient pas jusque-là, la métallurgie. Car il y avait eu une résistance ouvrière dont on n'a pas parlé, qui a des raisons très variables.
contre l'entrée des femmes dans certains secteurs virils. Alors, les hommes... Comment l'explique-t-on? Eh bien, parce que dès que les hommes redoutent la concurrence des femmes, parce que ça signifie baisse des salaires. Qui est cette personne? C'est comme si j'étais une autre personne. Je ne me reconnais pas. Ça ne se faisait pas du tout dans ma génération. On n'allait pas à la télé. La télévision faisant appel à nous, les historiens, les intellectuels, c'était quand même très, très rare, très, très peu fréquent. L'intérêt pour le monde ouvrier, moi j'étais étudiante dans les années 50, hein. La France était en reconstruction, l'industrialisation, c'était absolument capital, le monde ouvrier, c'était essentiel. En même temps, les ouvriers, c'était la figure de l'injustice, voilà. Il y avait ça, et la figure de l'autre, la figure du pauvre, le pauvre qui m'avait tellement préoccupé dans ma jeunesse chrétienne, c'était les ouvriers, voilà. La grande différence entre cette époque et la nôtre aujourd'hui, maintenant, c'est que le monde ouvrier était en croissance, hein. Il y avait un développement du monde ouvrier qui, évidemment, n'existe plus du tout. Maintenant, la classe ouvrière, elle disparaît. Au fond, elle disparaît progressivement. Il y en a encore, il ne faut quand même pas exagérer. Mais là, c'était le monde de l'avenir. Hein. Et suivre les ouvriers, c'était suivre la voie d'avenir. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Oui, la conquête de la liberté a été un long combat des femmes, et ça le demeure aujourd'hui. Mes parents étaient très égalitaires en ce qui me concerne. Mon père était un homme qui aurait voulu un garçon, qui m'a traité comme un garçon, voilà, et qui me disait il faut que tu sois autonome, libre, que tu gagnes ta vie, et surtout ne te marie pas trop vite, hein, ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos, disait-il en riant. Hein. Donc il y avait dans mon milieu familial à la fois des modèles de femmes dominées qui auraient voulu autre chose, ma mère, et une parole masculine. C'est très important quand même, une parole masculine, parce que les hommes avaient le pouvoir. Ça m'a donné l'impulsion, ça m'a donné des ailes pour faire ce que je voulais. Au départ, il faut bien dire que la très brillante école française d'histoire, dont nous sommes tous et toutes les enfants, ne se posait pas beaucoup la question du rapport des sexes dans l'histoire. Alors, je pense qu'ils sont intéressés par ce que nous avons fait, surpris peut-être de la qualité, enfin bon, à leurs yeux, d'érudition qu'il peut y avoir. Oui, c'est d'une certaine manière. Je pense qu'ils vont l'incorporer, mais ça sera peut-être difficile, parce que l'histoire reste tout de même une discipline très masculine, en France notamment. L'histoire elle a été sexiste, bien sûr. Elle a été écrite par les hommes, elle a été enseignée par les hommes. Quand je suis entrée comme assistante à la Sorbonne dans les années 1960, grâce à Ernest Labrousse, j'étais la seule. J'étais la seule femme. Si, il y avait une autre femme en histoire ancienne, mademoiselle Demougeot, je me souviens. Malgré tout, l'histoire est une discipline construite par les hommes et par conséquent axée sur le public, c'est-à-dire l'espace public, le pouvoir politique, les créations masculines. Bien sûr, l'histoire raconte les hommes et ne parle pas des femmes. Enfin, j'aurais bien voulu avoir ma retraite maintenant, 60 ans. Vous savez, quand on travaille tant d'années dans des usines, et faire le ménage et s'occuper des gosses. Et pour mes vieux jours, je voudrais bien encore être heureux avec mon mari. Si peu qu'on a encore à vivre. Se distraire un petit peu, voyager un peu.
Et voilà, le gouvernement, il ne veut pas nous donner à 60 ans. Alors jusqu'à 65 ans, je ne crois pas que je pourrai travailler. J'affaiblis de plus en plus. Cette femme émouvante dit bien la souffrance d'un monde qui est très dur du point de vue du travail. Et par conséquent, l'aspiration à la retraite, comme elle dit, j'aimerais bien encore voyager, j'aimerais bien vivre encore un peu avec mon mari. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans la question des retraites. Les femmes gagnent moins que les hommes. Même à travail égal, le salaire n'est pas égal. Il y a toujours, à l'heure actuelle, ça varie les appréciations autour de 12% de différence, ce qui est énorme. Ce qui est énorme et qui est moins qu'autrefois. Mais deuxièmement, il y a une autre raison qui est peut-être encore bien plus fondamentale, c'est qu'elles ne font pas les mêmes métiers. Voilà. Elles font des métiers féminisés, comme on dit, qui sont moins valorisés, moins bien payés. Là, par exemple, regardez le secteur des soins. Le secteur des soins est féminisé très largement dans les hôpitaux et ailleurs, à la maison aussi. Et ce sont des métiers qui sont pas bien payés. Et ça, quand on regarde les chiffres des retraites des femmes, on se dit, mon Dieu. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson. Il y a un parallélisme certain. J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue, etc. Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un. Ah, je suis pas misogyne. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà. Cette pauvre Édith Cresson, elle a tout subi, là. À la fois de la part de l'Assemblée nationale, de la part de l'opinion publique, des hommes, etc., et de son propre parti, qui ne la soutenait pas. La comparaison avec la Pompadour, dire qu'elle était une favorite de Mitterrand, que c'est pour ça qu'elle était au pouvoir, c'est incroyable, la misogynie qui pouvait régner dans ces années-là, qui sont des années de gauche quand même. La gauche, franchement, ne donne pas non plus une bonne image d'elle-même à ce propos. Je pense qu'il y a eu des progrès, tout de même. Je pense que ça serait plus possible maintenant. Et à la limite, voir la première ministre, c'est la deuxième expérience de première ministre avec Elisabeth Borne, c'est tout autre chose. Personne ne fait plus maintenant, il me semble, du moins, de commentaires sur son physique, sur la manière dont elle est habillée, etc., etc. Et elle-même a l'air tout à fait décontractée de ce point de vue-là. Il ne faut pas oublier que cette femme a fait Polytechnique, qu'elle a donc été aussi dans un milieu très masculin. Elle connaît tout ça. Et là, il me semble qu'il y a un progrès. Il y a un progrès qui me réjouit. Avant, je portais pas le voile, je me suis reconvertie. Donc, j'ai vu qu'à l'université, c'était autorisé. Je trouve que c'est une bonne chose. Chacun a sa culture, sa religion. On laisse bien les gens venir en casquette, rentrer dans la classe en casquette, et le professeur ne leur dit pas de l'enlever. Donc, pourquoi leur dire d'enlever le voile? Je voudrais dire d'abord, le voile, c'est un signe de domination masculine depuis toujours. Le premier qui l'aurait introduit, c'est Cyrus le Grand, Perse, 600 ans avant Jésus-Christ, qui aurait imposé le voile aux femmes pour la chasteté, pour vraiment que le corps des femmes ne trouble pas les hommes. Et ça a été reproduit par les chrétiens, Saint Paul, les femmes auront la tête couverte dans les assemblées et elles ne parleront pas. Voilà, les deux choses, pas de visage, pas de cheveux surtout, pas de cheveux et pas de parole. Bon, et puis repris par les religions successives, évidemment par l'islam aujourd'hui. C'est l'islam qui aujourd'hui est le plus porteur de voile. Je me réjouis qu'il y ait une loi
qui interdisent les signes religieux à l'école parce que je pense que la laïcité, c'est un appui pour les femmes. La laïcité, féminisme, ça marche ensemble. Dans l'espace public, on s'habille comme on veut. Si une femme, je vais le regretter pour ma part, éprouve le besoin de se mettre un voile sur la tête, ben je vais essayer de lui dire qu'elle n'a peut-être pas raison de le faire. Je ne vais pas lui interdire. Au nom de quoi est-ce que je lui interdirais? Certainement pas. Et une femme, on a beaucoup parlé de ça, des femmes qui accompagnent leurs enfants dans les sorties à l'école et qui sont voilées. Est-ce qu'il faut les chasser? Non, bien entendu, non, pas. Hein. Donc, ma position, elle est absolument contre le voile dans son principe, contre le discours sur le voile, mais il est évidemment plus tolérant et plus compréhensif vis-à-vis des femmes qui portent le voile. Puis la misogynie, c'est intéressant aussi, vous savez. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir mettre les femmes à leur place, justement, sur une trône, ça, les adorer. Mais quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix. La femme, c'est la plus grande artiste parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme... Il n'y a pas de femme vraiment artiste, de grand génie. Pourquoi? Parce que le génie de la femme, c'est faire, c'est extraordinaire. Faites-vous... Des fois, je me dis, je vais faire un enfant, puis il va sortir de moi. C'est extraordinaire. Je comprends pas les femmes qui n'ont pas le sens maternel. Cette espèce de trucs qui se font... Hein? C'est une chose énorme, ça, non? Eh bien, alors qu'elles en restent là, vous comprenez? Et que surtout qu'elle n'emmerde pas l'artiste. Ces propos sont étonnants, mais pas surprenants. Voilà un homme qui dit ce qu'on a pensé, et écrit, dit pendant des siècles. C'est-à-dire, les femmes, c'est la maternité est une grande chose, voilà, mais qu'elles y restent. C'est ça leur part. Et pour le reste, qu'elles ne nous emmerdent pas, voilà. Hein. Elles ne sont pas créatrices, elles n'ont pas à intervenir dans la création. Véritablement, qu'elles restent à leur place. Il aurait dû ajouter, cet homme-là, sous le contrôle des hommes. Hein, sous le contrôle des hommes. Peut-être qu'il ne le dit pas, peut-être qu'il y a un progrès, j'en sais rien. Mais si on allait au 19e siècle, le Code civil Napoléon, le fameux Code Napoléon, c'est un monument du patriarcat. Hein. C'est l'homme qui est le chef de famille, le père de famille, et les femmes n'ont aucun droit sur les biens, ni sur les enfants, ni sur le choix de la résidence, sur rien. Si j'avais su comment ça se passait, je n'y serais pas allé. Parce que j'ai été démoli pour toujours. Je suis vieux, j'ai 85 ans, mais je suis faible par certains côtés. Je suis fragile, plus exactement. Parce que la guerre de 14 était une épreuve démentielle. Il n'y a pas d'autre mot. C'était démentiel d'un bout à l'autre. Et alors, j'ai compris là, ce que ça pouvait être que l'inhumanité. Mon père avait fait la guerre 14-18, très jeune. Il avait gardé de la guerre un souvenir terrible. Hein. Il ne voulait d'ailleurs pas en parler. Il commençait quelques phrases, et puis il me disait « ne me parle plus de ça ». Et notamment, il y a un souvenir qu'il a évoqué pour moi quand même, et qui m'est resté beaucoup. Le souvenir des tranchées, justement. Il y a sa mitraille de tous les côtés, et il y a un officier qui est tué. Sous ses yeux, pratiquement. Et il me disait, j'avais eu un problème avec cet officier, il a été tué et j'ai ri. Hein? Et il ajoutait tout de suite, et il se révoltait contre lui-même d'avoir pensé ça. Il me disait, ne me parle plus de ça, ne me parle plus de ça. Donc, la guerre 14-18, elle est là, mais on n'en parle pas, et quand on en parle, c'est comme quelque chose de terrible qui vous transforme vous-même, au point que, quand on en est sorti, on ne comprend plus ce qu'on a pu sentir et dire à ce moment-là.
Avant l'aube s'anime tout le peuple des manutentionnaires avec leurs diables et les petits acheteurs des marchés. Et ce sont les scènes toujours renouvelées des marchandages et le spectacle tantôt mouvementé, tantôt paisible de tout un monde de travail qui se détend dans la chaleur bienveillante du bistrot. Le troupier a ses exigences, tout comme la petite sœur des pauvres dans cette course matinale à la nourriture. Vers 9 h, c'est au tour des ménagères, tandis que pour compléter leurs maigres ressources, d'humbles vieillards récupèrent de quoi faire une soupe. J'aime beaucoup ce spectacle des Halles, que j'ai bien connu. Nous habitions rue Greneta. La rue Greneta coupe la rue Saint-Denis à 2 pas des Halles. Et c'était un monde populaire, hein, populaire et en même temps gai. On chantait, on riait, on s'apostrophait beaucoup. Et dans ce quartier, qui est le quartier du Sentier, il y avait beaucoup de petites fabriques textiles. Et c'était généralement une main-d'œuvre jeune, des jeunes filles. Et elles chantaient, elles dansaient. Moi, je me disais, mais c'est drôle, on s'amuse bien. Je trouvais ça très drôle. Et dès que l'on rentrait, l'été surtout, l'été 36, l'été qui a suivi, j'étais chez ma grand-mère, et là, il y avait ma tante, qui était une dame angevine, de province. Et alors là, c'était beaucoup plus réactionnaire. C'était ces ouvriers, quoi, qui vont à la plage, maintenant, et on va pas pouvoir être tranquille. Rendez-vous compte. Et ma prise de conscience sociale a été un petit peu autour du Front populaire, vu comme quelque chose de gai et de festif d'un côté, mais ça a été pour moi quelque chose d'inoubliable. Les soviets qui encerclent Budapest préparent méthodiquement une répression massive. Ces chars, 4500 et 20 divisions, écraseront les Hongrois, attaqueront leur capitale au moment même où Moscou parle de négociations et annonce l'évacuation de ses troupes. Le monde entier se révolte contre cette duplicité et s'émeut de la tragédie hongroise. 56 a achevé, enfin moi en ce qui me concerne et mon entourage proche, de nous détacher, peut-être pas du communisme d'ailleurs, mais de l'Union soviétique, certainement. Avoir été communiste, avoir été dans une cellule communiste, non, c'est pas un regret. Ce que je peux regretter, alors là oui, c'est l'aveuglement. Comment est-ce que nous avons pu croire à ce mensonge qu'a été l'Union soviétique? Pour ma part, ça m'a rendu probablement plus sceptique, sans doute, plus critique vis-à-vis de moi. Quand je pense quelque chose, je me dis, est-ce que j'ai raison de le penser? Quand j'ai des enthousiasmes, je fais quand même un pas de côté en me disant, est-ce que j'ai raison de m'emballer? Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Voilà. Ça m'a rendu aussi plus tolérante. Comprendre pourquoi les gens pensent ce qu'ils croient. Voilà, c'est une grande question. C'est une question fondamentale. J'aurais bien aimé que Bernard Pivot me pose une question. Il l'a fait d'ailleurs une fois, je crois, pour l'histoire de la vie privée. Mais il a sûrement oublié, et moi aussi. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oh, un oiseau. J'aimerais me réincarner dans un oiseau. Je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais quelque chose qui vole. Parce que ça permet de voir le monde, ça permet de s'échapper. Ça permet beaucoup de choses d'être un oiseau. Oui, j'aurais aimé être un oiseau.